Un mot important avant le début de votre visionnage, Décrypter l'Afrique est en campagne pour rassembler un maximum d'abonnés afin de sauver et de pérenniser cette chaîne. Nous avons passé la barre des 100 000 abonnés sur YouTube et nous en sommes fiers d'avoir fait le choix de l'indépendance totale, pas de tutelle politique, pas d'actionnaires, pas de groupe d'intérêt. Mais une liberté qui, vous l'imaginez, a un coût. Sans plusieurs centaines de soutiens mensualisés, l'émission ne pourra pas continuer si seulement 1% des 100 000 abonnés que nous avons sur YouTube nous apporte un soutien à hauteur de 10 € par mois. On tient. Si 2% s'engagent, on se renforce et on se développe pour vous apporter une plus grande variété de contenus. Si vous pensez que l'Afrique mérite une info libre, soutenez-nous. Le lien DonorBox est en description de la vidéo YouTube. Il s'appelle Jean-Christian Konan, c'est un blogueur et lanceur d'alerte très connu en Côte d'Ivoire et il a été arrêté lundi dernier puis déféré au pôle pénitentiaire d'Abidjan. Jean-Christian Konan est connu notamment pour avoir dénoncé sur sa page Facebook ce qu'il considère comme des remblayages sauvages et illégaux sur la lagune Ébrié à Abidjan, notamment dans des quartiers comme Biétri, dans la commune de Marcory ou Pouto, dans la commune de Cocody. On regarde un extrait de sa dernière vidéo publiée en direct le jour même de son interpellation. Bonsoir, bonsoir, tout le monde est là. Derrière, vous voyez où je suis? Ça là, ça c'est le mur de la honte. Vous voyez ce mur là? Voilà, ça, je suis en face du mur de la honte. Je vous en ai parlé longuement sur les réseaux. Je vous parlais de la hauteur de ce mur. Moi je fais 1m77, regardez le mur. Et là, derrière moi, vous avez le village de Pouto. Vous voyez là? Vous voyez le village là? Là, il y a une villa qui est à 20 mètres du mur. Je viens de voir une dame là rejeter de l'eau usagée. Donc voilà le mur. Voilà le mur de la honte dont je parle depuis 2 mois. Depuis 2 mois, j'en parle. Ce soir, à ma grande surprise, NCI a fait comme s'ils n'entendent pas, comme s'ils ne voient pas. Mais c'est pas grave. Juste pour vous dire qu'on va continuer à dénoncer cette infamie-là, venir se faire encadrer de cette manière. C'est-à-dire que quand vous êtes ici, vous avez l'impression que vous êtes dans un enclos, dans votre propre village. Et les lagunaires n'ont plus droit à la lagune, ils ne la voient plus. Ils ne la voient plus. Moi, je ne peux pas laisser faire ça. Moi, je ne peux pas laisser faire ça. Donc, on va continuer. Il y a des choses tellement graves. Là, ce que vous avez vu là, c'est même pas 1/5 de ce qu'on sait. Je prends beaucoup de risques, je le sais. Ça devient de plus en plus compliqué, mais je suis à Mputo. Ce soir, je suis à Abidjan et je vais continuer, vaille que vaille, et j'irai jusqu'au bout. Voilà, donc j'ai tenu à faire ce direct. Je ne suis pas venu faire des révélations extraordinaires. Vous allez les lire, les révélations. Mais je suis venu leur dire que je n'ai pas peur d'eux et que je vais continuer. Après l'arrestation puis la libération du jeune activiste et homme politique Jean-François Kouassi qui avait dénoncé des concours à la fonction publique manifestement déloyaux et aussi celle de l'arrestation de 2 porte-voix du monde paysan remettant en cause la gestion de la crise du cacao, c'est donc au tour de Jean-Christian Konan. Faut-il en conclure que l'espace de la parole libre se restreint chaque jour de plus en plus en Côte d'Ivoire? Pour en parler, je suis avec Théophile Kouamouo, journaliste pour DLA, et avec Roland Kouakou, analyste politique et communicant. Bonjour à tous les deux. Bonjour Fabrice. Alors, Théophile, pour commencer, tu voulais évoquer le sujet autour duquel les alertes et révélations de Jean-Christian Konan tournent, le remblayage XXL de la lagune d'Abidjan. Oui, alors Fabrice, Abidjan est aujourd'hui la mégalopole ivoirienne avec plus de 5 600 000 habitants. Et c'est une ville construite autour d'une lagune, la lagune Ébrié, une lagune qui en réalité isole les communes de ce district d'Abidjan les unes des autres, ce qui fait qu'il y a aujourd'hui 5 ponts qui permettent de désenclaver les communes et d'unifier la métropole abidjanaise. Mais la lagune Ébrié est aujourd'hui polluée par l'activité humaine et un nouveau fléau menace la lagune et la métropole abidjanaise en général. Ce sont les activités de remblayage sauvage et en grande partie illégales qui transforment quasi définitivement l'écosystème, qui mange la mangrove et qui pourrait occasionner de grandes catastrophes écologiques à l'avenir comme des inondations, la disparition des poissons et de la biodiversité. Alors ça veut dire quoi, emblayer une lagune? Il s'agit
de déverser du sable ou de la terre dans les eaux de bord de lagunes qui sont peu profondes afin de transformer l'espace en terrain sec pour construire. Or, il y a remblayage et remblayage. Le remblayage légal doit respecter un certain nombre de normes environnementales, être autorisé par l'État et surtout ne pas servir des opérations commerciales en plus, autorisées par l'État, suite à des études d'impact environnemental. Or, c'est le contraire qui se joue à Abidjan. Regardez par exemple comment ces remblayages modifient la physionomie de Biétry à Abidjan Sud. On va regarder à travers des images satellitaires prises entre 2017 et 2023. On voit l'évolution qui est assez spectaculaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment on peut voir sur quasiment 6 ans, la modification de l'écosystème, de la nature des bords de lagunes à Abidjan. Et il n'y a pas que Biétry. Il y a Mputo à Kokodji, il y a aussi Koumassi, c'est Abidjan Sud, tout comme Biétry. C'est effrayant et c'est ce que Jean-Christian Conan dénonçait. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Sur la chaîne de télévision de grande écoute, la FTV, le très célèbre animateur John G. poussait récemment un coup de gueule dans son émission « Il y a problème ». Regardez ce spectacle triste. Regardez ce qu'ils font de notre lagune ébriée. Regardez comment ils font de cette lagune un théâtre d'opération de remblayage. Est-il normal de voir ça et ne pas dénoncer? Le fait de ne pas dénoncer, c'est qu'il y a problème. Oui, je suis ici parce qu'il se passe des choses pas du tout normales. Ce n'est pas possible que des gens s'autorisent, au vu et au su de tout le monde, de mener autant d'activités et prouver cette lagune qui est censée être donc une vitrine pour notre tourisme. Le danger qu'on fait courir aux populations riveraines, il est trop grave. Et quand c'est grave, il faut mettre le pied dans le plat pour le dénoncer sans faux fuyant. Mesdames et messieurs, si je suis donc ici, c'est parce qu'il y a un problème dans la lagune ébriée. Voilà un coup de gueule assez marquant et qui rappelle aussi que la lagune ébriée est aujourd'hui polluée avant tout par l'activité humaine, comme nous le rappelle aussi ce reportage d'Africa News. C'était autrefois un joyau de l'Afrique de l'Ouest connu comme la perle des lagunes. Aujourd'hui, la vaste lagune d'Ébrié qui joue Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, offre un spectacle désolant, ravagé par l'extraction de sable et victime d'une pollution plastique à outrance. Depuis 2007-2008, tout est gâté. Ah, vous voyez tous ces tas d'ordures qui viennent ici directement. Alors, si tout le monde est d'accord sur le péril que constituent ces remblayages sauvages, Théophile, pourquoi c'est Jean-Christian Conan qui se retrouve aujourd'hui derrière les barreaux? Que lui reproche-t-on? Alors, que lui reproche-t-on? Le procureur de la République auprès du tribunal d'Abidjan, Oumar Braman Koné, a publié un communiqué à ce sujet dont je vous lis quelques extraits et je cite: le lundi 16 février 2026, le nommé Conan Andis Jean-Christian, alias Jean-Christian Conan, a été interpellé par les agents de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Cette interpellation fait suite à 8 plaintes formulées par des personnes tant physiques que morales, ainsi qu'à un mandat d'arrêt décerné à son encontre par Madame le juge du 2e cabinet d'instruction du tribunal de première instance de Bingerville pour les faits d'escroquerie portant sur la somme de 80 millions de francs CFA. Déféré le mercredi 18 février au parquet d'Abidjan, une information judiciaire a été ouverte contre lui pour des faits de troubles à l'ordre public, diffusion de fausses nouvelles susceptibles de causer la désobéissance aux lois, atteinte au moral de la population ou discrédit sur les institutions ou leur fonctionnement, provocation aux troubles à l'ordre public et à la destruction d'édifices, d'invectives de renfermant l'imputation d'aucun fait par le biais d'un système d'information, diffamation par le biais d'un système d'information, diffusion de fausses informations tendant à faire croire qu'une dégradation, destruction ou détérioration de biens a été commise ou va être commise par le biais d'un système d'information et filouterie de résidence. Alors, il y a deux motifs d'inculpation qui interpellent: fait d'escroquerie sur 80 millions et filouterie
de résidence, c'est-à-dire le fait de consommer les services d'un restaurant, d'un hôtel ou d'une station-service sans payer. Qu'est-ce que cela vient faire au milieu d'accusations plutôt centrées sur les faits dénoncés par celui qu'on appelle JCK? Les jours à venir nous le dirons, mais en gros, il lui est reproché son activisme sur ce sujet du remblayage sauvage de la lagune ébriée. Alors, Roland, Jean-Christian Conan, encore un lanceur d'alerte qui se retrouve inquiété par la justice ivoirienne pour les positions et pour les dénonciations qu'il a faites. Est-ce qu'on peut s'inquiéter pour les lanceurs d'alerte ivoiriens, pour les journalistes d'investigation aussi en Côte d'Ivoire, avec cette nouvelle affaire notamment? Oui, c'est sûr, parce que j'ai vérifié avant de venir, en fait, en Côte d'Ivoire, il n'y a même pas de statut de lanceur d'alerte. Le statut de lanceur d'alerte n'existe pas dans la loi ivoirienne. Il y a des dispositifs qui encadrent les témoins dans le cadre d'une procédure judiciaire en cours. En revanche, il n'y a pas de statut réel reconnu pour les lanceurs d'alerte. Donc, ce qui fait que toute personne qui se lève pour faire des dénonciations, pour lever, on va dire, le lièvre, comme dirait quelqu'un, sur certaines affaires, s'expose très vite à des accusations en diffamation parce que la question de la lagune est très connue à Abidjan. Évidemment, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un problème avec cette lagune qui est polluée, qui est remblayée. Il y a des reportages même dans les médias traditionnels en Côte d'Ivoire sur la question. En revanche, Jean-Christian Conan qui se retrouve sur cette affaire-là, j'ai envie de dire, sans un statut légitime, en tout cas du point de vue de la justice, puisque, comme je l'ai dit, il n'y a pas de lanceur d'alerte en fait. Donc, alors cette affaire-là, tout simplement pour moi, vient justement pointer une insuffisance dans notre système législatif parce qu'il n'y a aucune loi qui protège les lanceurs d'alerte. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'on a intérêt à ce qu'il y ait des lanceurs d'alerte en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on a intérêt à ce que justement ces personnes-là qui font le travail que parfois la presse ne peut pas faire pour un tas de raisons que j'ignore, soient protégés? Je ne sais pas, mais en tout cas, à l'heure actuelle, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, il n'y a réellement pas de... J'ai vu que la Haute Autorité pour la bonne gouvernance travaillait sur un dispositif similaire, mais ce n'est pas encore le cas. Et aujourd'hui, donc, si on se lève, qu'on fait des dénonciations, clairement, on est à la merci de toute personne qui voudra porter plainte parce que le statut n'existe pas dans la loi ivoirienne. Donc, le problème de la lagune, Théophile, n'est pas nouveau. Il a déjà été probablement dénoncé par peut-être la société civile. En tout cas, ce n'est pas un problème nouveau. J'insiste donc sur ma question. Pourquoi Jean-Christian Conan? Quels intérêts a-t-il peut-être provoqué ou bousculé? Alors, pour y répondre, il faut déjà savoir quels intérêts publics et privés peuvent se coaliser pour qu'un projet de remblayage voit le jour. Sachant que dès 2019, c'est très important, il y a eu interdiction officielle de ce genre d'entreprise par décret. Dès 2019. Bref, pour qu'un projet soit monté, il faut la coalition d'une communauté villageoise autochtone d'Abidjan, des communautés qui estiment notamment que l'agrandissement urbain fait qu'elles n'ont plus, entre guillemets, d'espace vital parce que leurs villages ont été colonisés par la ville et donc les nouvelles générations ne peuvent pas avoir des bouts de terrain. Ça, c'est la façade, parce qu'en général, les opérations immobilières ainsi montées ne profitent pas vraiment aux jeunes autochtones des villages. Alors, il faut donc une communauté villageoise avec une chefferie, etc. Il faut un opérateur économique lié à cette communauté qui investit et qui signe avec cette communauté donc un accord de partage de la valeur générée par les lotissements qui seront créés. Il faut aussi, estiment certains analystes, la complicité active ou tacite de la mairie, voire des ministères spécialisés. Par exemple, à Biétry, l'opérateur économique derrière Jade Invest, qui est impliqué dans un projet de remblayage, c'est le groupe Carré d'Or. Et le groupe Carré d'Or, c'est Zouer et Ezedine. Les Ezedine sont une des familles les plus puissantes du pays, qui sont dans la grande distribution, dans l'industrie agroalimentaire et dans les moulins. Il se trouve que l'ancien ministre des Affaires maritimes, Philippe Legré, qui est aujourd'hui ministre-gouverneur du Bas-Sassandra, a autorisé les travaux de remblayage faits par Jade Invest après l'interdiction de ce type d'ouvrage par décret en 2019 et sans la moindre étude d'impact
environnementale qui est une obligation absolue. Il se trouve que Jean-Christian Conan, dans ses textes et vidéos, mettait nommément en cause des textes et vidéos sur Facebook. Il faut savoir que son compte Facebook a été supprimé. On ne sait pas comment. Est-ce que c'est par la contrainte qu'on l'a poussé à effacer lui-même, ou bien c'est via directement Facebook et c'est obtenu de Meta qu'il supprime. On ne sait pas, mais en tout cas, ces dénonciations ont disparu. Et c'est là qu'on voit quand même le côté un peu volonté de bâillonner. Bref, en tout cas, il mettait nommément en cause des personnalités impliquées selon lui dans ces affaires. Je me suis renseigné à ce sujet, j'ai passé plusieurs coups de fil et il m'a été dit que tous ceux qu'il a nommément mis en cause n'ont pas porté plainte, mais qu'au moins un maire, celui de Cocody, Jean-Marc Yassé, ça c'est le projet de Mputo, l'a fait. Et des membres de l'entourage familial de Jean-Christian Conan évoquent également des menaces et intimidations venant de personnes haut placées, car ces différents remblais représentent des hectares, des dizaines et des dizaines d'hectares, donc des milliards et des milliards de francs CFA de valeur foncière. Enfin, foncière, c'est un grand mot, puisque des observateurs ont relevé qu'il y avait des titres fonciers délivrés alors que les terrains étaient littéralement dans la lagune, c'est-à-dire dans l'eau. C'est un problème foncier, topographique, c'est un problème même philosophique. Est-ce qu'on peut vous vendre de l'eau en la présentant comme un terrain parce qu'on a où on va remblayer? Par ailleurs, il y a un autre aspect des choses qui peut justifier la nervosité de certains milieux au pouvoir face à l'activisme de Jean-Christian Conan. Jean-Christian Conan, il faut le savoir, il est lui-même un produit de la bourgeoisie ivoirienne. C'est le fils de l'ancien ministre de l'Agriculture, l'ancien patron du conseil Café Cacao, très puissant, aujourd'hui décédé, Lambert Kouassi Conan, qui était une personnalité sous Oufoué, sous Bédié, et même sous Gbagbo. Il avait des bonnes relations. C'était un des rares politiques durant la grande crise de Côte d'Ivoire qui avait à la fois l'oreille de Gbagbo et d'Alassane Ouattara. Et certaines des personnalités qu'il éreinte pensent que son fils, Jean-Christian éreinte, pense qu'il est alimenté en informations hyper précises par leurs ennemis en interne, c'est-à-dire au sein du système RHDP. D'où une certaine paranoïa qui se développe désormais et on se dit, c'est mon adversaire qui lui donne ces infos parce que finalement, le problème n'est pas de dénoncer ce que tout le monde voit, le problème c'est d'avoir des documents, des faits, des noms et d'orienter notre dénonciation sur des personnes, sachant quand même que de toute façon, il faut qu'il y ait des personnes parce que tout le monde voit les remblais. Tout le monde voit les remblayages illégaux, comme tout le monde voit les opérations immobilières illégales. On voit des immeubles de 12 étages qui poussent sur des sols meubles où il faut construire sur 1 ou 2 niveaux. Mais enfin, tout le monde voit. Sauf que la complicité du silence, elle accuse tout le monde et personne. Mais dès lors que vous dites il y a tel nom et tel nom, c'est là que vous devenez dangereux. Même Jean-François Kouassi, on se souvient, il a parlé nommément de la ministre Anne-Désirée Uluoto et c'est là qu'il a été arrêté. Donc, Roland, on est au croisement entre les intérêts à la fois politiques et financiers. Est-ce que c'est favoriser toute cette ambiance disons, une forme de répression des lanceurs d'alerte est favorisée aussi par la politique ultralibérale du gouvernement qui promeut donc cet environnement où en fait, on est face à l'argent roi, quoi, en quelque sorte. Alors, je ne sais pas si c'est le cas, parce qu'on peut faire du libéralisme tout en étant transparent, tout en permettant de protéger ceux qui dénoncent des choses. Alors, ce qu'il faut voir aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est peut-être le croisement de plusieurs intérêts qui, en fait, se protègent entre eux. Parce que, en venant, j'ai regardé que le ministère de la Construction a même sorti un communiqué pour dire qu'on ne peut pas faire des remblayages sans l'autorisation et que tout ça est parfaitement encadré. Mais le problème, c'est qu'on voit qu'il y a du remblayage. On ne sait pas qui le fait. En tout cas, Jean-Christian Conan a cité des noms, mais ces personnes-là, est-ce qu'elles ont obtenu l'autorisation du ministère? On ne sait pas. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est que ça dénote du fait que le milieu des affaires en Côte d'Ivoire souffre encore d'une question de transparence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement de transparence. On ne sait pas qui pousse ces opérations de remblayage. Et surtout, est-ce que ces personnes ont obtenu l'autorisation des autorités? Par exemple, le cas du maire de Cocody, il est assez parlant. Il dit que moi, je n'ai rien à voir avec ce qui se passe dans la lagune, même si ça se trouve à Cocody, ce qui signifie que peut-être la décision d'autorisation de remblayer ne vient peut-être pas du maire et que ça vient d'une autorité beaucoup plus supérieure, laquelle on ne sait pas. Donc, en fait,
toute cette affaire-là révèle tout simplement que le milieu des affaires en Côte d'Ivoire peut être parfois assez sombre et que finalement, il ne faut pas peut-être trop s'y aventurer lorsqu'on n'est pas protégé par un statut, comme je l'ai dit, dans le cas de Jean-Christophe. Parce qu'on voit par exemple que sur cette affaire-là, même la presse ivoirienne n'en parle pas beaucoup. J'ai vu que l'éléphant déchaîné de Assali Timoko... Pourquoi ça mettrait parce que justement, parce qu'il y a des questions de chacun essaie de se protéger parce que voilà, tout de suite, vous n'êtes pas protégé par peut-être par les dispositions juridiques et aussi surtout parce que vous ne savez pas vers quoi vous avancez. C'est-à-dire que si vous découvrez que finalement tout ça est autorisé par les autorités, les plus hautes autorités du pays, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez les dénoncer et prendre le risque de vous mettre à dos les autorités de votre pays, sachant que les journalistes sont en très grande fragilité? Donc Jean-Christian Konan, c'est là où, lorsque Théo dit qu'il est suspecté d'être alimenté par des gens en interne, on peut se poser des questions parce qu'il faut rappeler aussi que Jean-Christian Konan, ce n'est pas la première fois qu'il soulève des lièvres sur des gros sujets. On se rappelle, c'est lui qui avait lancé la lettre sur l'affaire au port d'Abidjan. Il avait aussi lancé le navire. Il avait aussi soulevé une question sur les boissons Codis Énergie. Et ça avait créé un grand bruit. Et en fait, toutes ces affaires-là, il sortait avec des documents vraiment exclusifs et on ne sait pas comment il obtenait ces documents-là. Donc, c'est dommage qu'il le fasse en n'étant pas protégé par la loi, justement parce qu'il n'y a pas de statut de lanceur d'alerte. Mais encore une fois, les journalistes ne peuvent pas le faire et ça démontre tout simplement, comme je le dis, la fragilité et surtout le côté un peu sombre du milieu des affaires. Alors, déjà, à un moment donné, il a été correspondant de Monde Afrique, du site mondeafrique.com. Est-ce qu'on peut vraiment dire que s'il avait eu la carte de presse, il n'aurait pas été arrêté? Je ne suis pas sûr, puisqu'il y a quand même des journalistes qui ont pu être arrêtés alors qu'ils étaient journalistes. Non, mais les journalistes locaux n'en parlent pas. C'est là où je dis que l'affaire allait être assez corrosive parce qu'aucun journaliste au niveau local n'a pris cette affaire à bras le corps pour l'instant. Déjà parce que peut-être ils ont mieux intériorisé que les lanceurs d'alerte les limites et les tabous. Et peut-être que c'est d'ailleurs un défi à la profession journalistique, que ce soit finalement un lanceur d'alerte comme Jean-Christian Konan qui lèvre des lièvres, tandis que les journalistes ne le font pas. Il y a aussi le fait que la presse aujourd'hui, elle ne se vend pas. Donc elle est quand même insérée dans les dispositifs de communication des ministères, des autorités. Et peut-être que bon, elle est gênée. Bon, de toute façon, à décrypter l'Afrique, justement, l'enjeu, c'est que nous avons besoin nous voulons nous fonder sur les citoyens, sur la contribution citoyenne pour avoir les moyens de financer de telles enquêtes et de protéger des journalistes locaux qui pourraient travailler là-dessus. Mais disons que je pense que cette histoire pose le problème de la monométropole, la monomégalopole, c'est-à-dire Abidjan, c'est la monomégalopole d'un pays dont la population ne fait qu'augmenter. C'était l'objet de ma question. Est-ce que l'État ne se retrouve pas finalement dépassé par l'urbanisation à tout va et extrêmement rapide d'Abidjan? Si, mais c'est le péché d'orgueil d'Alassane Ouattara aussi, parce que Laurent Gbagbo avait lancé le projet de transfert de la capitale à Yamoussoukro. C'est un projet qui date de 1982-1983, sous Houphouët-Boigny. Et Alassane Ouattara, pour justement ne pas faire comme Laurent Gbagbo, a suspendu ces chantiers, faisant perdre de l'argent à la Côte d'Ivoire, parce qu'il y avait déjà des chantiers qui avaient été commencés. Je pense qu'il y avait l'hôtel des députés, je pense que le palais de l'Assemblée nationale était aussi lancé, alors que c'était juste le bon sens le plus élémentaire. On voit qu'au Nigeria, il y a eu Abuja pour décongestionner Lagos, mais fermons les yeux et imaginons un Nigeria sans Abuja. Parce que même avec Abuja, Lagos demeure un problème. On a vu que le Brésil, il y a eu Brasilia. On a vu que même au Sénégal, tout en gardant la capitale à Dakar, ils ont créé Diamniadio. Mais en Côte d'Ivoire, on se nourrit dans l'illusion que le petit écosystème fragile lagunaire peut abriter la moitié de la population, ou en tout cas, bon, peut-être pas la moitié, j'exagère, mais disons au moins 20, 25, 40%, en tout cas il y a 40% des électeurs, je pense, dans le district d'Abidjan. Mais est-ce que c'est tenable? D'autant plus que, je rappelle, c'est un environnement fragile. Et là où il y a des remblayages, il y a des installations, notamment l'installation de la GEST aussi, la société de gestion des stocks pétroliers, dont on a beaucoup parlé avec l'affaire
dans laquelle Nina Keïta, nièce d'Alassane Ouattara, l'affaire Epstein, parce qu'elle est numéro 2 de la Gestossi, mais la Gestossi gère des stocks d'hydrocarbures dans un environnement fragilisé où s'il y a justement si la nature se venge, ça peut créer une catastrophe écologique incroyable. Je rappelle quand même que le port de Beyrouth, et Beyrouth même nous regarde, c'est-à-dire que c'est une ville qui a grossi aussi dans des conditions de dérégulation, un capitalisme sauvage, avec une population qui ne faisait qu'augmenter, avec des lois qui ne faisaient qu'être bafouées. Et un jour, tout a pété, et aujourd'hui, Beyrouth, la destruction du port de Beyrouth a quasiment signé la destruction du Liban. Donc je pense qu'il faut que la capitale s'en aille à Yamoussoukro. Et il faut aussi, comme on dit, il faut vider Abidjan, notamment pour permettre aux villageois, aux paysans, enfin aux villageois ébriés, de retrouver leur village. Roland. En fait, l'autre point que je voulais ajouter pour compléter ce que Théo dit, c'est que en fait, le problème, ça peut être l'urbanisation, cette galopante, mais il y a aussi la conception qu'on a de la lagune. Avant même que la lagune ne soit remblayée, elle était perçue comme un dépotoir et vous aviez des têtes de déchets qui étaient jetés dans cette lagune-là. Et aujourd'hui, en fait, c'est vu comme un espace à apprivoiser, pas pour le rendre à ce qu'elle est, parce que par exemple, faire un espace touristique, les gens pourraient faire des lagunes, des balades sur la lagune, etc. Mais on voit ça comme un espace qui se situe dans un centre urbain et qu'on peut occuper. Si vous partez à Abidjan, dans des zones comme la Riviera Bonoumé, vous allez voir qu'il y a des bas-fonds qui sont aussi apprivoisés par des gens qui essaient de construire dans ces bas-fonds-là. Donc, c'est-à-dire que tout espace qui se situe dans ce que j'appellerais l'Abidjan centre est vu forcément comme des espaces à occuper. Donc moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est de donner à la lagune une autre utilité, en faire un objet de tourisme et considérer ça comme la Seine aujourd'hui à Paris. On a vu que lors des JO, il y a eu toute une cérémonie sur la Seine. Et bien, on pourrait imaginer la lagune comme un objet touristique et du coup faire en sorte que non seulement cette lagune soit dépolluée, mais aussi que les emprises de construction ne viennent pas là-dessus, parce que sinon, finalement, on se retrouve avec Abidjan parce qu'il y a des endroits, par exemple, à Biétry, où on se demande si dans 5 ans, en fait, ils ne vont pas totalement fermer la lagune. Alors qu'on sait que la nature reprend toujours ses droits. Et je crains bien, comme on l'a vu à Abidjan, que des épisodes d'inondation viennent tout simplement nous rappeler les règles d'urbanisme élémentaire. Très rapidement sur cette J'aimerais vraiment évoquer un sujet. On attend la réaction du ministre de l'Environnement, le tout nouveau ministre de l'Environnement, qui est un vrai défenseur de l'environnement et qui a un dossier sur lequel il devrait justement... il jouera toute sa crédibilité. Parce qu'il y a le ministère des Affaires maritimes, il y a le ministère de la Construction et de l'Urbanisme, mais il y a le ministère de l'Environnement. Aujourd'hui, la cause environnementale mérite d'être défendue de manière militante. Alors, avant de clore cette partie Côte d'Ivoire, j'aimerais vous faire réagir tous les deux sur la présence à Addis Abeba au sommet de l'Union africaine du vice-président Tiemoko Mélié Koné. Tiemoko Mélié Koné que l'on pourrait être tenté de présenter en fait comme l'ancien vice-président si l'on s'en tient strictement à la Constitution. Pourquoi Alassane Ouattara ne le confirme pas à ce poste, Théophile? Alors, mystère et boule de gomme, parce que, étant donné qu'il était le vice-président du 3e mandat, ou du premier mandat de la 3e République, il était normal que, son mandat est terminé en réalité. Il n'est plus vice-président. Mais Alassane Ouattara joue sur une forme d'ambiguïté pour toujours le présenter comme le vice-président. Et on se demande, est-ce qu'il n'a pas une idée derrière la tête? Est-ce qu'il n'a pas envie finalement de renouveler ce poste à un moment donné, de nommer enfin le vrai vice-président de ce 4e mandat? Pourquoi il le maintient en apesanteur comme ça? C'est très curieux. Ça montre aussi un manque de respect pour les institutions et pour une constitution qui est son œuvre à lui. C'est-à-dire, la constitution actuelle, elle est une constitution RHDP, elle a été écrite par les hommes du président, et s'il n'arrive pas à la respecter, c'est quand même un signe assez bizarre. Roland? Alors, moi, je parlerais d'ambiguïté stratégique, c'est-à-dire que ce monsieur-là, on sait qu'il est en très grande fragilité institutionnelle, c'est-à-dire que voilà, il n'était pas
on pensait qu'il n'allait pas être même reconduit dans ce poste de vice-président. Mais étant donné que je pense que les postes à pouvoir au sein de la République ne sont pas encore tous pourvus et que finalement ce poste-là reste dans une forme de flou, on ne sait pas exactement qui va l'occuper, c'est peut-être une façon de voir comment ce dernier-là se comporte après tous les remaniements qu'il y a eu et à voir s'il le confirme ou pas. Mais oui, je suis d'accord pour dire que cela laisse quand même une forme de... Enfin, ça touche un peu la crédibilité institutionnelle parce qu'on se dit que bon, finalement, c'est un poste qui n'a pas vraiment d'utilité puisque, bon, même si on ne l'envoie pas sur papier, on peut quand même l'envoyer en mission au nom de la Côte d'Ivoire. Bon, c'est dommage, mais bon, on verra ce qui va se passer. Mais oui, je pense que c'est une façon de non seulement le mettre sous pression, mais de voir comment il réagit parce qu'on sait qu'il était en très grande fragilité et que visiblement, ses ambitions dérangeaient au sein du pouvoir à Abidjan. Oui. Merci Roland, merci Théophile pour cette revue en quelque sorte finalement d'une actualité ivoirienne toujours très mouvante.